Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'Éducation. Tout de suite, le sommaire. Après la réforme Blanquer du lycée de la voie générale qui a beaucoup fait parler depuis 2018, l'État s'attaque désormais à la réforme de l'enseignement professionnel. Renforcement du mentorat, rémunération des stages, quid des annonces du ministre Pape Ndiaye. On en parle tout de suite avec nos invités Pascal Vivier et Christophe Marion. Deuxième partie d'émission, rencontre avec Diané. Il est illustrateur et auteur jeunesse à l'initiative des petites créatures florales, les petits personnages appelés les Florafées. Il nous dira tout dans un instant. Enfin, comme chaque semaine, on donne la parole aux enfants et cette semaine, on leur a demandé leur avis sur le voyage. Mais tout de suite, place à l'actualité en bref avec Loïc Landreau. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité aujourd'hui, ces annonces très attendues de Pape Ndiaye sur la mixité sociale à l'école qui ne sont pas venues, ou en tout cas si peu. C'est vrai que depuis plusieurs semaines déjà, le ministère de l'Éducation avait annoncé une conférence de presse exceptionnelle prévue hier soir pour évoquer concrètement la lutte contre les discriminations et l'entre-soi. Eh bien finalement, c'est par mail et SMS que les journalistes ont été prévenus que ces annonces auront finalement lieu mercredi prochain à l'occasion de la signature d'un protocole avec l'enseignement privé sur le sujet. Ce que l'on sait en revanche, c'est que Pape Ndiaye a réuni les recteurs hier rue de Grenelle et il leur a fixé un objectif, celui d'accroître la mixité sociale dans les établissements publics de 20% d'ici 2027. Il leur a également demandé de créer une instance académique de pilotage de la mixité scolaire qui associera les collectivités territoriales, les représentants des établissements et les parents d'élèves dans chaque territoire. Le ministère prévoit également de multiplier les secteurs bi-collèges qui ont prouvé leur efficacité depuis 2016 à Paris. Le principe est de choisir 2 collèges publics qui sont géographiquement proches et de scolariser les élèves ensemble alors qu'ils viennent de milieux sociaux très différents. Si vous étiez avec nous ce lundi, je vous avais parlé des tout derniers chiffres relatifs aux atteintes à la laïcité rendues publiques par le ministère de l'Éducation. Environ 500 cas en mars contre 310, 320 en moyenne les mois précédents. Selon Pape Ndiaye, cette hausse s'explique par l'observation du Ramadan et elle est constatée chaque printemps pour ces mêmes raisons. Et ce sont des propos qui ont vivement fait réagir le recteur de la mosquée de Paris qui s'appelle Shems Eddin Hafiz, qui a donc écrit au ministère de l'Éducation, je le cite, « Je manque hier par la présente de l'analyse sérieuse qui vous aurait mené à cette observation très catégorique. Je m'inquiète surtout de la portée auprès de nos concitoyens d'une telle affirmation dont le caractère discriminant ne fait aucun doute. » Le ministère de l'Éducation, lui, a été contacté par nos confrères de l'AFP, et il explique, je cite également, « Le ministère n'a jamais voulu stigmatiser une religion. Il se référait aux remontées du ministère qui peuvent faire état au moment des fêtes religieuses d'une augmentation des signalements. C'est pourquoi le ministère a mis en place un plan de formation des professeurs pour qu'ils soient mieux accompagnés et plus vigilants lorsque ces cas se présentent. » Allez, un mot des Jeux Olympiques 2024 maintenant qui auront lieu à Paris, bien sûr, ça vous le savez, et qui vont avoir en fait un impact réel et quotidien pour beaucoup d'écoliers et beaucoup d'étudiants. D'abord, la rentrée scolaire pourrait être retardée de 7 jours dans certaines académies pour laisser le temps aux Jeux paralympiques de se terminer sereinement. Le comité social et économique va examiner ce projet de décret le 17 mai prochain. Ainsi, au lieu de rentrer le 2 septembre 2024, les élèves des académies où ces Jeux se dérouleront feront leur retour le 9, mais ce n'est pas tout. On a appris hier que de nombreux étudiants franciliens allaient devoir se séparer temporairement de leur chambre en Crous au profit du personnel des Jeux Olympiques, que ce soit les forces de sécurité, les soignants, les secouristes, les chauffeurs de bus, etc. 3200 logements seront ainsi réquisitionnés par le ministère des Sports à partir du 30 juin 2024. Seuls 7% des résidents seraient concernés. Concrètement, les étudiants qui n'utilisent pas leur chambre entre le 26 juillet et le 11 août seront assurés de la retrouver à la rentrée universitaire de septembre. Et pour ceux qui restent en région parisienne pendant l'été, ils se verront proposer un relogement temporaire dans une autre résidence. On revient un instant sur ce geste que beaucoup qualifient de désespéré. Mardi matin, un professeur d'anglais contractuel a brûlé 63 copies du bac de ses élèves pour dénoncer les errances de l'éducation nationale, mais aussi, a-t-il dit, parce qu'elles étaient très mauvaises. Il a depuis été mis en garde à vue avec interdiction d'exercer et interdiction de se rendre aux abords de l'établissement où les faits ont eu lieu. Il risque 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Et puis hier, sur Sud Radio, Laurent Zameskowski, qui est
le vice-président et porte-parole de la PEP, a fait part de son indignation en remettant au centre de cette histoire les élèves. Là, on parle beaucoup de l'enseignant et du mal-être des enseignants, et ce que je comprends tout à fait. Mais en attendant, aujourd'hui, c'est les élèves qui se retrouvent pris dans une situation qui est terrible. C'est leurs copies qui ont été brûlées. Quelle que soit la cause ou la raison, je veux dire, faire ça aux élèves, je veux dire, quelque part détruire la personne même que vous devez aider, c'est complètement délirant. Ouais. Je veux dire, c'est pour ça que je me suis permis de parler d'un acte. C'est la portée de l'acte, justement, qui pose question. Laurent Zamekowski, donc hier sur Sud Radio. Et on termine avec le baromètre du mal-être en France de SOS Amitié. Ces chiffres alarmants publiés ce matin. Entre 2020 et 2022, le nombre d'appelants de moins de 14 ans a augmenté de 40%. Parmi les thèmes régulièrement abordés, on peut citer la vie quotidienne à l'école, la relation avec leurs parents, la peur de l'avenir lié au réchauffement climatique et aux guerres. Et enfin, 20% de ces appels concernent des idées suicidaires. Voilà, prenons donc bien soin de nos enfants. Voilà, c'est la fin de ce journal. On retrouve tout de suite Virginie Guillaume et ses invités. Merci Loïc, et place maintenant à la question du jour. Emmanuel Macron a présenté sa réforme de la voie professionnelle. Alors évidemment, les réactions sont multiples. On va décortiquer tout cela avec nos invités. C'est tout de suite. Pour en parler, je suis ravie de recevoir Pascal Vivier. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci d'être à nouveau sur ce plateau. Pascal, vous êtes un habitué, secrétaire général du SNETA. Merci d'être également avec nous. Christophe Marion aussi, je vous accueille avec joie une nouvelle fois. Bonjour. Député Renaissance du Loir-et-Cher. Alors, 0 décrocheur, 100% d'insertion professionnelle, en finir avec la voie de garage, évidemment entre guillemets, ce n'est pas moi qui le pense, c'est eux qui le disent. Voilà l'objectif d'Emmanuel Macron pour la réforme de la voie professionnelle, un sujet qui nous occupe souvent, beaucoup ici, et vous deux en particulier. Est-ce qu'on va dans le bon sens avec cette réforme, Christophe Marion ? Indéniablement, je pense qu'on va dans le bon sens. Parce que d'une part, parce qu'on y met des moyens. Enfin, on met des moyens dans le lycée professionnel. Lesquels ? 1 milliard d'euros supplémentaires sur le budget consacré au lycée professionnel par an. Ce n'est pas un one-shot, ce n'est pas un seul coup. Par an, pendant combien de temps ? Eh bien, au moins pendant le quinquennat, pendant la durée du quinquennat. Encore 4 ans. Et on met 2,5 milliards dans le cadre de France 2030 pour créer de nouvelles formations et notamment mettre en face des formations les plateaux techniques. Parce que vous savez, dans les lycées professionnels, c'est quand même ça l'enjeu. Il faut des plateaux techniques qui sont parfaitement adaptés aux nouveaux métiers d'aujourd'hui et de demain. Et donc, il faut de l'argent pour faire ces plateaux techniques. 2,5 milliards prévus dans le cadre de France 2030, qui seront évidemment mobilisés avec les régions, parce que sur ces sujets-là, il faut travailler avec les régions. Déjà une réaction, Pascal Vivier, à ces deux mesures précisément, en tout cas sur le financement ? Je dirais déjà que ma vérité, c'est de dire que j'ai été mal à l'aise quand j'ai écouté le président de la République, tellement j'ai été surpris. Surpris parce que le discours, je pouvais presque y souscrire. Les objectifs que vous avez définis ici ou rappelés sont des objectifs qu'on reconnaît. Oui, il faut lutter contre le décrochage scolaire, il faut lutter contre l'orientation subie, il faut lutter pour une insertion réussie en enseignement supérieur ou en enseignement ou à l'emploi. Mais j'allais dire, c'est un très beau discours que j'aurais aimé avoir en juillet 2022 et malheureusement, on a passé 9 mois à combattre des provocations en permanence sur le lycée pro, sur les personnels. Donc ce discours est bienvenu. Il pose aujourd'hui un grand nombre de questions. Et donc on va voir si des discussions s'ouvrent pour essayer de résoudre les questions. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une vraie volonté de dire le lycée professionnel est une priorité, que les jeunes en lycée professionnel doivent être valorisés, et c'est ce qu'on appelle la gratification. Et donc, la gratification va coûter quand même 500 millions d'euros, donc c'est pas rien. Se posent les questions techniques, comment ça va se faire. Mais en tout cas, on peut dire que le discours sur le lycée professionnel a été un discours plutôt positif. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas discuter et qui nous interpellent, mais en tout cas, c'était un discours surprenant après 9 mois de combat. Alors, surprenant, c'est ce qui a fait que vous étiez mal à l'aise, comme vous dites, parce que ce malaise, quel est-il ? C'est les 9 mois en trop ?
ou en tout cas, ou justement pas en trop, ou est-ce que c'est le malaise du discours? J'arrive pas à saisir. Non, c'était pas le malaise sur le discours, c'était les 9 mois qu'on a passés à combattre, à devoir faire des jours de grève, à combattre le fait que l'entreprise devait devenir président du conseil d'administration, que le lycée professionnel était responsable du décrochage scolaire. Mais alors je l'entends, mais ça veut dire quoi? C'est un problème de communication? Est-ce que c'est un problème entre le gouvernement, donc dans son ensemble, et le chef de l'État? C'est quoi selon vous? Je pense qu'il faut mieux poser la question. Oui, mais ce qui m'intéresse justement, c'est, et bien entendu, vous imaginez bien que je vais faire réagir Christophe Marion sur la question, mais justement, de votre point de vue. Là, vous êtes mal à l'aise, par exemple. Pardon? Là, vous êtes mal à l'aise. Non, je ne suis pas mal à l'aise. Je vous dis ma vérité. Et il est rare qu'on puisse dire qu'un discours a été volontariste et plutôt positif. Et j'ose le dire. En revanche, c'est 9 mois gâchés. Donc, comment on fait pour que les mois qui arrivent ne soient pas encore des mois gâchés? Bon, il a esquivé un peu ma question. D'accord. Christophe Marion répondait alors. Du coup. Il y a eu un malentendu dès le départ qui est lié à la prise de position du président de la République qui a dit on va multiplier le nombre de semaines de stage par 2. Et en fait, cette annonce-là a beaucoup crispé au sein des lycées professionnels. Vous l'avez compris? Je l'ai compris, je l'ai vécu parce que j'ai eu l'occasion de les rencontrer à plusieurs reprises. Et au fond, ça a créé un véritable malaise. Il faut bien imaginer l'état aujourd'hui d'éducation nationale, enseignement général, enseignement professionnel. Il y a eu de multiples réformes. Il y a eu la transformation de la voie professionnelle portée lors du précédent quinquennat. Et tout le monde est très tendu. Donc, les peurs, les représentations, elles sont multiples. On pense qu'on va transformer le lycée professionnel en centre d'apprentissage. On pense qu'on va détruire l'enseignement général au profit d'un enseignement professionnel. On va créer de la chair à canon pour les entreprises. Je parle des élèves de lycée professionnel. Et donc, il y a beaucoup d'inquiétudes autour de ça. Et évidemment, l'affirmation selon laquelle on allait multiplier par 2 le nombre de semaines de stage, ça a renforcé l'inquiétude chez les enseignants. Les annonces du président de la République la semaine dernière sont, à mon avis, de nature à rassurer tout le monde. Maintenant, je vous rejoins, il faut travailler, le diable se nichant dans les détails, il faut évidemment avancer avec notamment les représentations syndicales, avec les enseignants eux-mêmes, avec les chefs d'établissement, pour mettre en musique maintenant les annonces qui ont été faites, mais qui sont, me semble-t-il, de nature à conforter le discours selon lequel le lycée professionnel est une voie d'excellence. Alors parlons justement des points en question sur ces annonces et donc cette réforme de la voie professionnelle. Nous avons reçu hier Sophie Taillé-Polian qui parle d'institutionnalisation, de tri social avec ces nouvelles mesures. Une réaction ? C'est un discours qui pour moi est insupportable et je fais vraiment la différence entre ma fonction de représentant des personnels et de syndicaliste et d'autres fonctions qui sont politique. Moi, je ne peux pas concevoir que le lycée professionnel serait un marqueur et une reproduction de catégories socio-professionnelles défavorisées. C'est ce qu'elle redoute d'ailleurs en disant ça. Hein, moi, je veux bien qu'on le redoute, mais en tout cas, ce que je sais, et ce qu'on vit, c'est qu'actuellement, les élèves que nous avons sont des élèves qui sont en grande difficulté scolaire, qui sont issus des familles les plus pauvres, qui sont orientés par l'échec en fin de 3e parce qu'ils n'ont pas la moyenne, qui ont des vraies difficultés de lecture et d'écriture, et qui, quand on les écoute, et vous avez reçu plusieurs fois Dylan Ayassi et son collectif, le disent très clairement. Ils savent qu'ils sont là parce qu'ils sont en échec. Donc comment on fait pour que ces élèves qui, à 15 ans, sont orientés en lycée professionnel, nous arrivent pas dans cet état-là? Et comment on fait pour repérer de nouveaux talents qui ne soient pas forcément des talents académiques? Et comment on rustine et avec des moyens pour les remettre à niveau. Alors justement, je vous pose la question, Christophe Marion, comment on fait, si on parle de ce point précis, l'orientation, pour que cette orientation ne soit plus subie, mais qu'elle soit choisie? Qu'à un moment, on se dise, la voie professionnelle, c'est aussi une façon pour moi, qui veut devenir donc ingénieur, artisan, je ne sais pas, coiffeuse ou autre, qui puisse aller vers cette voie parce que c'est la bonne voie pour moi, qui est la voie qui fait que je vais m'épanouir dans mon travail et m'émanciper. D'abord, la première chose, c'est d'être en capacité de proposer des formations qui conduisent soit vers l'emploi, soit vers la poursuite d'études. On a des inquiétudes qui sont liées à la carte des formations aujourd'hui. On a des formations aujourd'hui qui conduisent nulle part. Mais pourquoi il y a ça? Mais parce que... On ne va pas se dire à chaque fois, c'est à cause des différentes réformes, etc. Non, mais on a en gros 550 formations à peu près, me semble-t-il. On est en capacité d'en renouveler ou de les revoir, de les toiletter
environ une trentaine par an. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des formations qui existent et qui sont dispensées, qui ont été créées il y a 20 ans. Donc évidemment qu'elles ne correspondent plus forcément au contexte économique. Si on parle d'Emmanuel Macron, pourquoi attendre 6 ans avant de remettre tout ça ? Parce que, me semble-t-il, il a déjà fait beaucoup de réformes, qui lui ont d'ailleurs été reprochées pour certaines. Je pense à la réforme du lycée. Et il a annoncé très clairement pendant la campagne présidentielle l'année dernière que ce quinquennat serait le quinquennat de la réforme des lycées professionnels. Donc il faut déjà des formations qui sont, qui peuvent permettre de déboucher vers l'emploi ou vers des études supérieures, hein, évidemment. Des formations. Alors pardon, je vous coupe, mais parce que c'est toute la question aussi de se demander justement pourquoi ces élèves, tout d'un coup, on leur refuse, ou en tout cas on ne les pousse pas vers les études supérieures. Les élèves actuellement, pour 80% des bacheliers professionnels, participent à Parcoursup. C'est-à-dire qu'ils veulent poursuivre leurs études en enseignement supérieur. Et ça, c'est un fait nouveau qu'on ne connaissait pas il y a 20 ans. Le bac pro, quand il a été créé en 1985, il avait comme finalité l'accès à l'emploi. C'était une insertion directement en emploi. Aujourd'hui, les jeunes ne sont plus les mêmes. Ils n'ont plus redoublé. Ils sont beaucoup plus jeunes, et ils arrivent parfois, souvent même, à avoir le bac en étant mineurs. Donc ils veulent l'enseignement supérieur. On sait que la voie de la réussite, ce sont les BTS, les licences pro, et pour les meilleurs d'entre eux, les écoles d'ingénieurs. Les places en BTS n'ont pas évolué depuis 1995, quand le nombre de bacheliers a été multiplié par 3. Donc là aussi, dire... on a sur les bras des élèves qui ont le bac pro, qui sont mineurs et qui ne sont pas en emploi 3 mois après, ça peut être normal, c'est Parcoursup qui ne les a pas pris dans l'enseignement supérieur. Donc nous, et on ne cesse de le dire, un diplôme professionnel, il doit avoir la double finalité obligatoire. Première finalité, l'insertion à l'emploi. Deuxième finalité, l'enseignement supérieur ou la voie supérieure. C'est-à-dire que pour un élève qui est en CAP, et c'est le manque, j'allais dire, des annonces, quand bien même on pourrait tout en discuter, du discours présidentiel. Peut-être qu'il y en aura d'autres. C'est qu'on n'a pas parlé du CAP. Là où il y a le plus de difficultés. C'est prévu, Christophe Mariot ? Alors, c'est prévu, mais je voudrais peut-être revenir sur la poursuite d'études dans le supérieur. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que les jeunes de lycée professionnel qui poursuivent en BTS échouent plus souvent que des jeunes qui viennent de filière générale. Et ça, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il faut retravailler la fin de l'année terminale. L'idée qui est évoquée dans cette réforme, c'est de calquer au fond le calendrier sur le baccalauréat général, de faire en sorte que la plupart des épreuves soient passées en mars, qu'ensuite, finalement, il y ait 2 possibilités laissées aux élèves. Pour ceux qui choisissent d'aller vers l'emploi, 8 semaines de stage. Pour ceux qui choisissent plutôt d'aller dans l'enseignement supérieur ou qui souhaitent aller dans l'enseignement supérieur, 4 semaines de stage en entreprise et 4 semaines retour à l'école, c'est-à-dire qu'on redonne du sens au 3e trimestre de terminale, 4 semaines à l'école pour avoir un surplus de formation générale. C'est mieux que rien, d'accord. Oui. Enfin, est-ce que 4 semaines suffisent à pouvoir réussir son BTS ? C'est une manière de remettre à niveau, de les préparer. Alors ça, c'est un sujet. Ne soyons pas hypocrites. 4 semaines, ça ne suffit pas. Ça les prépare, en tous les cas, mieux que c'est le cas aujourd'hui. Ensuite, l'idée d'avoir un BTS qui puisse être fait éventuellement en 3 ans et pas en 2 pour des élèves qui ont besoin de 3 ans pour réussir le BTS, je crois que la porte, elle est ouverte aussi sur ce sujet. Mais est-ce que ces élèves-là ont les moyens de pouvoir vivre justement sur 3 ans leurs études ? Pardon, question un peu innocente, mais c'est les élèves souvent qui sont dans des situations, des familles défavorisées. Apprendre, être à l'école, ça coûte. Alors, est-ce que c'est possible 3 ans ? On pourrait l'imaginer ou pas ? Pour un grand nombre d'élèves, non, c'est pas possible. Ils sont issus de familles très défavorisées et l'enseignement supérieur coûte, quand bien même on dit qu'elle est gratuite en France, elle coûte de l'argent et donc non. Et par exemple, sur la gratification pour les jeunes de lycée professionnel pendant les périodes de formation, et là aussi, j'ai entendu beaucoup de choses. Les semaines en entreprise ne sont pas des semaines de découverte professionnelle, comme en 3e, la semaine de 3e de découverte où on a les mains dans le dos et on regarde le professionnel. Non, ce sont des périodes de formation. Donc on apprend en entreprise et l'entreprise devient un support pédagogique, on y apprend des choses. Donc elles servent à quelque chose. En tout cas, ils sont censés y apprendre, parce qu'on a quand même vu des témoignages de jeunes qui disaient non, moi j'étais là pour juste trier, mettre des... Permettez-moi de rebondir sur ce que vous venez de dire. Ouais. C'est juste. Moi, j'aurais aimé aussi,
Et c'est là que je souhaite l'ouverture de vraies discussions. Parce qu'il n'y a aucune contrainte sur les entreprises. C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont capables de nous donner des lieux de stage qui correspondent au programme et au référentiel où les élèves ne s'ennuient pas. On a un élève sur 2 qui nous avoue s'ennuyer mortellement en période de formation en milieu professionnel. Donc ça, il faut qu'on y veille. Il faut qu'il réponde à une carte. J'allais dire, c'est le point manquant. De faire croire que l'école est éloignée de l'entreprise, le lycée professionnel, pour lui, l'entreprise, c'est l'artisan du coin, c'est le coiffeur, c'est l'esthéticienne, c'est le petit artisan, c'est le tourneur-fraiseur à son compte. Nous, c'est pas l'entreprise, c'est pas notre ennemi, c'est notre allié, avec qui on travaille tous les jours. En revanche, on est face à une réalité qui est de dire nous sommes tous en concurrence pour trouver des lieux de stage. En concurrence avec les élèves de 3e, qui font la découverte professionnelle. Même de 5e maintenant. Maintenant, alors, ça sera Là aussi, vous posiez la question tout à l'heure, comment on fait pour que les élèves aient une meilleure orientation ? Mais déjà, il faut les repérer très tôt et essayer de leur donner ce qui leur manque et de leur faire découvrir de nouveaux talents, c'est-à-dire une appétence, pourquoi pas, vers des métiers qu'ils ne connaissent pas. Donc, sur une réforme de l'enseignement professionnel, si elle ne touche pas le collège et si elle ne touche pas l'enseignement supérieur, elle ne peut pas fonctionner. Mais pour revenir sur les lieux de stage, on est en concurrence avec tout le monde. Les élèves de CAP sont en stage. Les élèves de Bac Pro sont 22 semaines en stage. Les élèves de BTS, plus de 3 mois en stage. Maintenant, les élèves de licence pro, de Master 2, plus tous les apprentis. Et donc les entreprises, ce n'est pas leur mission. Leur mission, ce n'est pas de remplacer l'école. Elle veut bien former, un peu aider, mais elle n'est pas là pour prendre tout le déversoir de l'école. Donc nous aussi, l'engagement prioritaire du président de la République, est-ce qu'il est sur les lycées professionnels pour qu'il y ait un engagement des entreprises de nous donner des lieux de stage qui répondent au référentiel, c'est-à-dire des lieux de stage sexy où les élèves se découvrent de vrais talents et aiment le métier vers lequel ils se destinent. La réponse, Christophe Marion. Mais moi, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Aujourd'hui, l'engagement de l'État, il est fort. L'État prend en charge la gratification des élèves qui seront en formation dans les entreprises. Il dit gratification, pour ceux qui nous regardent, dit rémunération. Oui. Voilà, 50 €, 75 € jusqu'à 100 € par semaine. Mais ça veut dire que les entreprises ne paieront pas cette gratification. C'est l'État qui prend en charge. Ce qui veut dire que nous devons être exigeants vis-à-vis des entreprises. Si la collectivité fait cet effort pour prendre en charge la gratification des élèves, ça veut dire que les entreprises, on attend d'elles des choses en termes de qualité de formation. Et il faudra être extrêmement attentif à ça, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord sur le fait que cette réforme des lycées professionnels, s'il n'y a pas de réforme du collège, elle n'a pas de sens. On voit arriver aujourd'hui des élèves en lycée professionnel qui considèrent que c'est une voie de garage. Ils ont accumulé les difficultés au long de leur parcours de collège et donc il faut retravailler sur les fondamentaux, notamment en collège. Et puis il faut mettre en place une véritable aide à l'orientation dès la 5e. Il y a des expérimentations qui sont menées. Il faut faire découvrir de nouveaux métiers aux élèves. Il faut rendre ces métiers sexy. Et là, il y a un énorme travail à faire parce que beaucoup de métiers sont complètement inconnus. Et puis enfin, peut-être sur la terminale, je parlais tout à l'heure pour des élèves qui se destinent après la terminale vers le monde professionnel. On aura 8 semaines on a 8 semaines de stage aujourd'hui, on va passer à 12 semaines de stage, possiblement. 12 semaines de stage. Aujourd'hui, c'est 8 semaines qui sont coupées, 4 semaines qui sont coupées 8 semaines qui sont coupées en 2, pardonnez-moi, 4 semaines. Aujourd'hui, on fera en sorte que cette formation soit de 8 semaines, ce qui va laisser l'élève davantage en entreprise et ce qui va lui permettre de travailler et d'apprendre mieux son métier, que la période de formation soit beaucoup plus riche pendant 8 semaines qu'elle ne l'était avec 8 semaines coupées en 2. Cette période donc, de stage, de formation qui va être donc rémunérée, est-ce qu'elle va pousser davantage les élèves à privilégier finalement la rémunération, même si elle est faible, disons-le, mais enfin c'est une rémunération malgré tout, plutôt que de privilégier d'éventuelles études supérieures? Très franchement, je n'ai pas le sentiment que le risque soit là. S'ils veulent privilégier la rémunération, autant devenir apprenti, enfin, d'une certaine manière. Non, je pense que c'est une juste reconnaissance et ça va contribuer à rendre le lycée professionnel peut-être un peu plus attractif, notamment pour des élèves qui sont issus de milieux sociaux défavorisés, parce que on est d'accord, quand on regarde l'indice de position sociale au sein des lycées professionnels, on voit bien que beaucoup d'élèves sont issus de milieux sociaux défavorisés.
scolarisés. Donc je crois que c'est de nature à renforcer l'attractivité. Je ne suis pas du tout sûr que des élèves se disent je vais aller en lycée professionnel parce que je vais toucher 50 € en première année de plus par semaine. Non, pas dans ce sens-là, mais plus davantage dans le sens de je vais privilégier les stages plutôt que finalement la formation purement académique. Je rappelle quand même qu'il n'y a toujours pas de philo dans l'enseignement pro. Ça dépend où. Alors si, ça y est ? Oui, on a réussi ici ou là, sous la mandature de Jean-Michel Blanquer, à pouvoir permettre aux établissements qui le veulent d'enseigner la philosophie à hauteur d'1 heure par semaine. Et donc non, on a des exemples et ça fonctionne plutôt bien. Mais à coup de pas, tant mieux. Mais à coup de pas. Cette image dont on parle, effectivement, l'image de la voie de garage, qui est une image évidemment insupportable pour nous trois, mais pour tous ceux finalement qui parlent d'éducation de manière générale. Lorsqu'on parle aux Français et qu'on les interroge sur la voie professionnelle, tous disent globalement « Oh mais pourquoi pas, bien sûr, évidemment, j'ai aucune mauvaise image, mon enfant s'il veut y aller, je serais ravie ». Et puis dans la réalité, sur le terrain, c'est faux. C'est faux, on le dit, on le voit. Souvent, c'est un non-choix. Finalement, l'élève est guidé. Comment faire pour justement que tout cela s'inverse, si ce n'est pas effectivement toutes les annonces que vous venez de faire, mais pour que cette image réellement change? Est-ce qu'il ne faut pas passer aussi par une formation différente de ces enseignants et justement cette orientation qui est essentielle? Parce que l'orientation aujourd'hui, elle est faite par qui finalement en troisième? Elle est faite par le conseil de classe, par les professeurs de collège et par les conseillers d'orientation qui ont pu voir les élèves. Mais là aussi, on manque de personnel pour voir tous les élèves qui sont en difficulté. Donc elle se fait à l'arrache, pour être clair. Et en particulier pour les jeunes filles à la sortie de troisième, où majoritairement, parce qu'elles n'arrivent pas, alors qu'elles ont demandé à aller au lycée général et technologique, elles sont orientées systématiquement dans les lycées tertiaires et parfois dans les formations qui ne sont pas insérantes à l'emploi, mais uniquement insérantes à l'enseignement supérieur. Donc je crois qu'on ne pourra valoriser l'enseignement professionnel que quand le lycée professionnel ne sera plus là le réceptacle que des difficultés. Quelques chiffres. 75% des jeunes issus de l'immigration subsaharienne est en lycée professionnel. 75% des lycéens en situation de handicap sont en lycée professionnel. Les mêmes pourcentages pour les élèves allophones. C'est-à-dire parce que ces personnels qui ont été cette fois-ci loués dans le discours du président de la République, et c'est une bonne chose, savent faire avec la difficulté. Depuis 20 ans, dès qu'il y a une difficulté, c'est le lycée professionnel qui peut résoudre ces difficultés. On n'y arrive plus. Donc c'est simple, il faut peut-être de la découverte professionnelle, l'initiation à l'économie locale, faire en sorte qu'on repère les difficultés des jeunes très tôt dès le collège pour donner un minimum culturel et un minimum en enseignement général. Ce qui pose la question, c'est quoi le minimum culturel? Et cette question-là, pour l'instant, elle n'est pas posée. Mais j'aimerais qu'on la pose. Et qu'on arrive en fin de troisième et qu'on ait découvert un nombre de métiers. Pourquoi pas, de se découvrir un talent spécifique et de dire, ben oui, j'ai envie de faire de la cuisine. Mais ce n'est plus où j'ai envie d'aller dans une section numérique ou en comptabilité parce que je suis allé voir et je suis bien au courant. Bref, une orientation qui va se faire au long cours, donc parce qu'on parle d'enfants. Donc il n'est pas question de mettre des paliers d'orientation bien plus jeunes, mais d'exprimer une découverte de tous ces métiers. Et on pourra alors travailler sur l'orientation choisie et non plus l'orientation subie. Cette orientation dont vous parlez tout à l'heure également, Christophe Marion, effectivement, c'est un vrai sujet aussi pour le gouvernement et pour le ministre Pap Ndiaye. Cela veut dire que ce ne seront pas que aux professeurs principaux et finalement à ceux qui peuvent, ce jour-là, parce qu'ils sont disponibles, qu'ils ont le temps, etc., pouvoir aider à l'orientation. Parce que nous aussi, on pourrait le faire en tant qu'oncle, cousin, papa, maman, etc., se dire, tiens, c'est peut-être mieux pour toi, etc., machin, ou en tant qu'enseignant. Mais finalement, c'est quand même un vrai métier. Il faut une pédagogie pour ça. Il faut une formation pour pouvoir orienter. Est-ce qu'il y a un budget qui va être alloué précisément pour ce point? Alors, moi, il y a plusieurs choses. D'abord, changer le regard sur les métiers, c'est pas que l'éducation nationale qui peut réussir à faire ça. C'est aussi l'ensemble de la société. Quand on voit la réussite des émissions autour du meilleur cuisinier du monde ou le plus grand des boulangers ou je ne sais quoi... Qui sera le prochain grand pâtissier? Qui sera le plus grand pâtissier? Vous voyez immédiatement
immédiatement les conséquences que ça peut avoir dans les lycées hôteliers notamment. Il y a une nouvelle image que la société porte sur ces métiers et évidemment c'est de nature à donner envie d'y aller. Quand on aura le meilleur plombier, je crois qu'on aura gagné aussi. Donc il y a vraiment le regard de la société qui est important et vous, médias, avez un rôle à jouer aussi là-dedans. Ensuite, moi je voudrais qu'il y ait beaucoup plus que les choses soient plus perméables. C'est-à-dire qu'on ait des professeurs de lycée professionnel qui viennent en collège, en 5e, pour venir présenter les métiers, dans le cadre des périodes de découverte des métiers qui vont être institutionnalisées, qui commencent déjà sous forme d'expérimentation. C'est aussi le mentorat, en fait. Oui, c'est aussi une forme de mentorat, mais c'est aussi permettre, finalement, de casser ces frontières qui existent, y compris chez les personnels. Aujourd'hui, entre le collège, le lycée professionnel, le lycée général, pourquoi pas, voire même les BTS, qu'on ait des enseignants de lycée professionnel qui aillent dans les BTS, notamment pour voir des élèves qui peuvent être en décrochage, parce qu'on a des élèves qui abandonnent en cours d'études supérieures, des élèves de lycée professionnel. 1 sur 3, j'ai lu. Non, voilà, moi je suis vraiment favorable. Et alors, vous me parliez de moyens. Je sais que le mot risque de faire réagir Pascal Vivier. Voilà, ouais. Pascal Vivier. Le pacte doit servir à ça aussi, c'est-à-dire permettre de rétribuer davantage des enseignants qui, au fond, décideraient ou choisiraient de sortir peut-être... Gagner plus pour travailler plus ? Alors, de sortir de la formation qu'ils dispensent aujourd'hui, peut-être pour faire davantage de choses et en étant rétribués jusqu'à 7 500 euros. Ce qui est à peu près normal. A priori, si tu travailles plus, tu gagnes plus d'argent. Bon, ça ne me paraît pas délirant. Jusqu'ici, bon, d'accord. Mais est-ce qu'en revanche, le principe est bon ? C'est la dernière question. Si c'est travailler plus pour gagner plus, on n'a plus le temps, nous, de trouver du temps pour travailler plus. En revanche, toutes les missions qui ont été annoncées par Emmanuel Macron, on les fait déjà. Forum des métiers, salon des métiers, information auprès des jeunes collégiens sur les formations. Donc j'allais dire, si le pacte c'est pour tous les professeurs de lycée professionnel, banco, ça serait vraiment de dire cette fois-ci concrètement, oui, vous êtes des enseignants spécialisés, excellents, j'ai confiance en vous, donc moi j'attends de voir. Et ben voilà, on attend de voir. Merci à vous deux en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle, Christophe Marion, que vous êtes député Renaissance du Loir-et-Cher et Pascal Vivier, secrétaire général du SNETA. Merci à vous deux et vive la voix pro. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie de recevoir Diane. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur, illustrateur jeunesse des Fleurs à Fée. Regardez ces petits bouquins qui sont géniaux. On va évidemment vous en parler. En quelques mots, des petits personnages fleurs, si je puis dire, qui nous racontent des histoires. On voit Muguet, Potirochon. Je pourrais donner des prénoms, moi, sur chacune. Tiens, Karina, Potirochon, Claire, Violette, Clem, Bavardalia, oh là là, Nadia, Dodo Randredon. Je peux donner des prénoms. Glouton, c'est pour moi, Glouton d'or. Voilà. C'est moi aussi, Glouton d'or. C'est vous aussi. En fait, on se reconnaît dans tous ces personnages. Oui. Mais on va parler d'abord de l'initiative, en fait, du début du début. Voilà comment ça a commencé. Vous êtes enfant, vous fuyez les conflits du Congo, Congo-Brazzaville, et vous êtes réfugié dans l'écriture. À quel moment ça s'est passé ? Au départ, vous racontiez votre enfance, votre vie ? Tout à fait, oui. Mes premiers écrits consistaient à raconter mon quotidien en tant qu'enfant confronté à la guerre. Donc c'était un journal intime. J'écrivais quotidiennement sur le trajet vers le Zaïre, pendant qu'on fuyait le Congo-Brazzaville pour nous réfugier au Zaïre. C'est l'actuelle République démocratique du Congo. Et ça a été ma toute première expérience avec l'écriture. Et par la suite, je me suis tourné vers la fiction en arrivant en France. Parce que la France, tout d'un coup, ça a été l'endroit où vous vous êtes dit la nouvelle liberté, enfin en tout cas la liberté est possible, c'est une nouvelle vie, oui. Et je veux me créer d'autres personnages. Vous étiez assez ancré déjà pour pouvoir vous dire voilà la ligne vers laquelle je veux aller. Alors c'est en arrivant en France que j'ai réalisé que je pouvais en faire mon métier. J'ai rencontré une belle tante qui m'a encouragé dans la voie de l'écriture, qui m'a acheté de nombreux livres, dont les Harry Potter, les classiques, les Rois de Dahl et compagnie, et qui m'a expliqué que je pouvais en faire mon métier, et qu'il y avait des structures ici, des maisons d'édition,
gens qui... Vous l'imaginiez déjà, vous, au départ, en fait? Dans le trajet pour venir vers la France, vous vous êtes dit, finalement, si je rêve d'un métier, c'est celui-ci? Non, pas vraiment. Au début, je le faisais pour écrire, simplement pour consigner mes journées en tant qu'enfant confronté à la guerre. Et en arrivant en France, j'ai réellement décidé d'en faire mon métier. Parce que j'ai réalisé que d'autres auteurs étaient passés par là. D'autres auteurs, très tôt, avaient eu cette vocation et par la suite ont décidé de réaliser leurs rêves en publiant leurs livres. Alors, les livres dont on parle, en l'occurrence, on parle des petits personnages, évidemment, c'est les premières histoires que vous écrivez. Vous les écrivez seulement ou tout de suite vous y apposez l'illustration? Non, au début, j'étais exclusivement auteur. Je ne savais pas vraiment dessiner. Et j'ai écrit durant une bonne dizaine d'années. Puis, aux alentours de 2013-2014, là, j'ai commencé à illustrer parce que j'avais du mal à trouver quelqu'un pour illustrer mes livres. Je m'étais tourné vers des illustrateurs, mais pour un seul livre, ils me demandaient un montant assez important. J'étais étudiant, je n'avais pas un budget très important à consacrer à l'illustration, un illustrateur. Donc à ce moment-là, je me suis dit que j'allais tout simplement apprendre à illustrer. Et donc tous les soirs, c'est devenu un rituel pour moi. Je me suis mis à illustrer et c'est comme ça qu'au bout de 2 ans et demi, je me suis senti prêt à publier mon premier livre. Et alors donc, ces petits personnages qu'on appelle les Florafées, expliquez-nous le concept, parce qu'il y a forcément un lien avec les fleurs, j'imagine. Oui, les Florafées sont de petites créatures des fleurs. Donc chaque personnage est lié à une plante, d'où le nom. Par exemple, Bavardalia, qui est le best-seller et la plus populaire de la série, elle est liée au dahlia. Dododendron, il est lié au rhododendron. C'est une histoire autour du sommeil. Il y a Violette, qui est un peu différent, que j'ai créé dans le cadre d'une résidence d'artistes avec des écoliers, parce que j'interviens beaucoup dans les écoles. C'est un livre autour du jardinage. Il y a Potiranchant, qui est un peu inspiré de moi quand j'étais enfant. J'étais pas très souriant. Et on peut comprendre avec ce que vous avez vécu, évidemment. Et Muguet, pour l'arrivée en France. Alors Muguet, c'est une petite fille qui est très joviale, qui est pleine de vie et qui chante, danse, voilà. Et donc c'est un microcosme avec une vingtaine de personnages. Et les Florafées habitent dans des colis-maisons, des petites maisons en forme de coquilles d'escargot. Donc c'est un monde imaginaire, sympathique, qui véhicule des valeurs très très simples comme l'amitié, la solidarité et tout en humour. Tout et pourquoi les fleurs en particulier? Alors j'ai toujours été passionné de fleurs dès mon plus jeune âge. Au Congo, on habitait dans une maison avec un grand jardin. Il y avait une très belle diversité de plantes. Il y avait des bougainvilliers, il y avait des hibiscus, il y avait des manguiers, des papayers. Et enfant, j'étais très curieux, j'étais très attiré par les plantes. Je m'amusais à semer des graines, à les voir pousser. Et j'ai gardé ça en moi. En arrivant en France, c'est quelque chose qui m'est resté. Et pendant mes années lycée, là, j'ai décidé d'allier mes deux passions, donc l'écriture aux plantes. Et c'est comme ça que les Florafées s'en est. Vous êtes retourné au Congo depuis? Oui, j'y suis retourné une fois, oui. Et comment ça s'est passé le retour, justement, avec riche de ces personnages que vous avez créés? Alors, c'était avant que j'ai publié les Florafées. Oui, d'accord. Et depuis, les Florafées ont été publiées et j'imagine que votre famille, votre entourage est encore là-bas, a eu connaissance de ces personnages qui sont devenus forcément extrêmement populaires. Oui. Alors, ils sont plus populaire ici en France dans certaines villes qu'au Congo, parce que le type d'histoire est plus adapté à un lectorat européen, asiatique ou américain. Au Congo et dans beaucoup de pays d'Afrique, on est encore sur d'autres types d'histoires, plus du conte traditionnel, même si c'est en train de changer doucement aujourd'hui. Oui, c'est aussi votre vocation de pouvoir peut-être faire évoluer les choses et pourquoi pas faire venir des contes traditionnels du Congo en France. Et oui, j'en rêve. Donc, dans quelques années, je vais très certainement lancer un petit recueil de contes originaires du Congo que je vais illustrer à la sauce des Florafées et ça sera un moyen pour partager avec mes jeunes lecteurs les histoires qui m'ont bercé quand j'étais enfant. Vous le disiez, vous intervenez dans les écoles. Comment réagissent les enfants lorsqu'ils découvrent justement vos livres? Alors, les enfants sont toujours fascinés de découvrir que derrière un livre, il y a un auteur, un illustrateur. Ils sont toujours surtout quand c'est le même. Tout à fait, oui, c'est pas très commun. Alors, dans les pays anglo-saxons, on a souvent l'auteur qui est aussi l'illustrateur, mais en France, c'est beaucoup plus rare. Et les enfants sont toujours très curieux, ils posent de nombreuses questions. Comment on crée un livre? Comment vient l'inspiration? À quel âge vous avez décidé d'être auteur-illustrateur? Et donc, c'est un moyen pour moi de répondre à leurs questions, de leur expliquer comment je crée un livre, et aussi de les accompagner dans des ateliers d'écriture, d'illustration, et parfois, on fait même des choses très ambitieuses, comme créer un livre, tout simplement. Oui, vous créez des livres avec eux alors. Oui. Et alors vous créez des livres sur des histoires qui sont totalement imaginaires ou sur aussi leur enfance? Non, on va
s'inspirer de l'univers des Fleurafés pour créer un livre. Donc ils vont imaginer leurs personnages, ils vont imaginer la trame, le protagoniste, les personnages secondaires, et ils vont tout développer. Et je vais les guider pendant ce travail de création d'un livre. Donc ça sera d'abord l'écriture, ensuite l'illustration, et ensuite on va faire imprimer le livre et ils pourront l'emporter chez eux. Les éditions qui vous suivent, c'est Amaryllis, oui. Ce sont eux qui publient effectivement ces petits Fleurafés. Est-ce qu'ils vous ont parlé, ils vous ont donné l'envie d'écrire aussi sur vous, sur votre passé, votre enfance, sur votre famille? Alors il faut savoir que les éditions Amaryllis, c'est moi, je suis mon propre éditeur. Pardon. Parce qu'au début, j'ai envoyé le manuscrit des Fleurafés à une 50aine d'éditeurs, et ils ont tous refusé, en disant que le concept était un peu compliqué, que les petits garçons n'allaient pas apprécier des livres qui parlent de fleurs. Donc à ce moment-là, c'est faux en fait. C'est faux. Et j'ai décidé de lancer moi-même ma propre structure éditoriale, et ça a bien pris. J'ai tant de lecteurs garçons que filles. Et pour répondre à votre question, oui, je suis actuellement en train de finaliser un roman sur moi, un roman autobiographique. Je suis en train de boucler un peu cette histoire que j'avais commencée au Congo, mon journal intime par rapport à la guerre, et je suis en train de le finaliser, et il devrait être publié en fin d'année, voire l'année prochaine. Finalement, quoi de mieux que d'être son propre producteur, son propre éditeur, son propre maître? Oui, c'est beaucoup plus de travail, mais on est beaucoup plus épanoui. Oui. Et on est plus libre, évidemment. Merci beaucoup, Diané, d'avoir été avec nous sur le Grand JT pour nous parler donc des Fleurafés. Voilà ceux que j'ai entre les mains, mais enfin, il y en a combien d'édités? Alors, il y en a 14 actuellement, et dans un mois, il y en aura 16. Voilà. Ouais. Donc là, j'ai Muguet, donc Petit Ronchon, Bavardalia, Glouton d'Or, Dododendron, Violette et Perce-Neige, autant de petits mondes merveilleux des Fleurafés qui sont à découvrir donc, aux éditions chez le propre maître. J'ai y allé directement Amaryllis, édition Amaryllis. Forcément, j'aurais dû percuter sur la fleur. Fatalement, voilà, le petit clin d'œil. Fatalement, c'est la fleur. Et je vais simplement ajouter qu'actuellement, je participe au Salon du Livre Jeunesse de Paris 18, qui est à la porte de Montmartre, donc qui comprend une exposition autour des Fleurafés, des interventions en milieu scolaire et une dédicace qui aura lieu ce dimanche 14 de 12h à 18h à la Maison Bleue, avenue de la Porte de Montmartre. Ah bah super, il a fait sa promo, on est au top. Il est parfait. Vous n'avez pas besoin d'RP non plus, hein. Pas besoin d'éditeur, pas besoin d'RP, tout est fait, tout est bon. J'ai appris sur le tas. Bravo. Merci beaucoup, Diané, d'avoir été avec nous sur le Grand JT. Et longue vie à vous. Allez, comme chaque semaine, on donne la parole aux enfants. Cette semaine, on leur a demandé leur avis sur les voyages. Moi, j'ai été en Norvège pour aller voir ma cousine. Du coup, j'ai pris l'avion avec mon papy. J'avais 5 ans. Ma cousine a parlé norvégien et moi français. Et on arrivait quand même à se comprendre. Et aussi, je vais en Bretagne, je vais faire des activités, je vais à la mer. Je vais à Paris pour aller voir ma famille et aussi faire des activités. Merci beaucoup les enfants. Et tout de suite, on retrouve Malika Ménard dans Souviens d'écolier. Et cette semaine, elle reçoit Louis Albi. L'école, justement, s'il n'y a pas si longtemps que ça pour toi. Quel regard tu portes sur l'école d'aujourd'hui? Je pense qu'il y a toujours des choses à améliorer. Moi, je sais que j'étais à l'école il n'y a pas du tout longtemps et qu'il y a plein de choses encore. Tu viens d'en sortir. C'est ça, qui n'allaient pas. Et il y avait aussi des choses qui étaient en développement et qui étaient très bien aussi. Tu pensais à quoi qui n'allait pas? Moi, je sais que pour tout ce qui est harcèlement, etc., j'ai pas forcément été énormément aidée par le personnel, qui n'est pas renseigné, qui n'est pas forcément formé aussi à ça. Donc je peux pas leur en vouloir. Toi, tu demandais de l'aide sur le J'en ai demandé, ouais. Et tu n'avais pas de réponse? J'en ai demandé. Il y a eu de gros problèmes. Ma mère, carrément, est venue. Et ça ne changeait rien? Ça ne changeait rien. Et les réponses étaient catastrophiques. C'était quoi? Par exemple, mon année de... je ne vais pas dire l'année, parce que je n'ai pas envie de mettre la faute sur quelqu'un. Et je n'ai pas envie d'attirer la haine sur les gens. Parce qu'aujourd'hui, c'est du passé, que je suis passée vraiment outre. Et, donc sans donner de classe. Je ne donnerai pas de classe. Mais du coup, je m'étais fait harceler toute cette année-là, insulter de PD, etc. Toute l'année, vraiment un harcèlement très lourd. Et fin d'année, j'explose et je dis tout à mes parents. Je leur explique que c'est un enfer, que en fait, je... Tu leur en avais pas parlé jusque-là? Non, parce que j'aime pas donner mes douleurs.
Je les garde pour moi et je me dis... Mais franchement, t'es un garçon très très sage. On a beaucoup à apprendre de toi. Donc je me disais, n'en parle pas, tu continues, tu prends sur toi la tête haute et tu continues à vivre normalement. Et j'ai explosé et j'ai dit, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, c'est plus vivable. Du coup, ma mère est allée voir le responsable de l'établissement. Je formule tout pour qu'on sache pas. Et il lui a répondu une phrase du type PD, c'est pas une insulte, on lui rappelle juste qui il est. C'est hyper violent. C'est très violent. Et ta mère, elle s'énerve pas à ce moment-là? Ma mère s'est beaucoup énervée. Oh, oui. Après, elle est très dans self-control comme moi. Du coup, elle a été assez... elle a eu des mots... elle lui a expliqué les choses, les termes, etc. Cet établissement? Ouais, j'y suis restée. Mais ça s'est beaucoup mieux passé parce que quand même ma mère a... Ah oui, elle s'est énervée. Voilà. Elle s'est quand même énervée, elle a quand même... C'est grave quand même. Fait ce qu'il fallait pour que ça se passe. Toi, t'étais pas là à ce moment-là? C'est juste un entretien? C'était juste un entretien entre eux. Et elle me l'a dit, elle me l'a dit récemment parce qu'elle m'a protégée de tous ces propos-là. Elle te l'a pas dit au moment où tu étais, elle te l'a dit après? D'accord. Elle a un peu pété un câble, je voyais qu'elle était très énervée, qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais elle m'a pas dit exactement ce qui s'était passé est normal. Et dans les choses dont tu parlais juste avant, où tu disais qu'elles étaient en développement, qu'elles étaient des bonnes choses, tu penses à quoi? À côté de ça, il y a aussi beaucoup de... Moi, j'ai des professeurs qui m'ont beaucoup aidée et sans eux, je ne serais pas forcément là où je suis, je pense. Je peux donner des noms ou pas? Bah oui, là, tu peux. Donc, je peux... Ah, j'ai envie de pleurer. Donc, j'ai eu 2 professeurs d'histoire, une au collège et une au lycée. J'ai Madame Sauvager au collège, qui était une professeure qui m'a beaucoup aidée, qui était vraiment là pour moi et qui était adorable avec moi. Et au lycée, veux dire en dehors de l'enseignement? Qui était là, présente en tant que professeure, mais qui était là aussi pour veiller sur moi. Elle n'était pas là pour faire son cours de telle heure à telle heure, et elle gardait vraiment un œil sur ses élèves. Et pareil, au lycée, j'avais une professeure qui s'appelait Madame Amache, pareil, qui était adorable et qui était... avec qui on pouvait se confier. J'ai aussi Monsieur Gézo, mon professeur d'anglais du lycée aussi. Et il y en a plein, en fait. Il y en a plein que j'ai envie de remercier et je pense qu'ils se reconnaîtront. Et voilà, je vous dis merci. et je suis très reconnaissant, en tout cas, de tout ce qu'ils ont fait pour moi. L'école de demain, tu vois ça comment? L'école de demain, j'espère une école beaucoup plus tournée sur l'ouverture, sur la société actuelle. Parce qu'il y a plein de choses qui sont en développement, qui bougent très, très rapidement. Donc... apporter une certaine modernité. Je pense que c'est déjà en train de se faire. Donc ça, c'est cool. Et ouais, moi, c'est vraiment où les élèves sont plus considérés comme des êtres humains plutôt que des notes et des résultats. Je ne sais pas du tout. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un encadrement qui soit un peu... peut-être des formations un peu plus spécifiques sur comment aborder certains échanges entre élèves, comment parler d'éducation sexuelle, d'éducation pour le harcèlement, etc. Éduquer les enfants. C'est ça, éduquer les enfants. Avoir peut-être, ouais, c'est ça, plus un cours spécifique, peut-être 1 heure par semaine, 2 heures, qui soit vraiment fait, dédié à ça et qui soit récurrent, pas une fois de temps en temps, et si on l'a sauté, c'est pas grave. Que ce soit vraiment un cours obligatoire pour éduquer tout le monde, parce que je pense qu'on a tous besoin d'un peu plus d'humanité. Donc ça ne peut pas nous faire du mal, un cours sur ça. En tout cas, je trouve que tu viens de nous en donner beaucoup. Bon, tant mieux. Ce petit moment qu'on a passé ensemble. Pour nous, c'est déjà la fin de l'émission. Merci d'avoir partagé tous ces souvenirs. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt. Merci Malika, merci Louis. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Vous allez nous proposer cette méthode inédite pour prendre notre destin en main. Je vais révéler un secret, ça l'est pas en l'occurrence Serge, parce que vous en parlez dès la première page de votre livre. Vous êtes né en 1950 et vous avez été tour à tour banquier, magistrat, entrepreneur, haut fonctionnaire, enseignant universitaire, dirigeant d'école, coproducteur de cinéma, présentateur télé. Vous me dites si j'oublie certains de vos métiers. En tout cas, vous avez été un slasher avant l'heure.
Oui, effectivement. En fait, ça vient d'une émotion, si vous voulez. Un jour, j'avais 17 ans, j'ai été porté un recommandé à la poste. Et puis, c'était une ambiance assez triste. Il y avait une file, les gens qui étaient en train d'affranchir des timbres répétaient le scénario tout le temps. Et ça m'a donné une impression de tristesse. Je travaille beaucoup les émotions. Et dans les émotions, il faut pouvoir les décrire et puis il faut réagir. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah non, moi, ça ne va pas. Moi, je veux trouver le bonheur. Moi, je veux être heureux et je ne veux pas faire le même job toute ma vie. Ça, c'est pas possible. Il faut que je découvre le monde de manière globale. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'essayer de changer tous les 2-3 ans de job, de voir même plusieurs jobs en même temps. Et donc, c'était vraiment le sens de ma vie. Et c'est ça qui est important. À partir du moment où vous trouvez un sens dans votre vie, eh bien, je pense que tout va se dérouler comme vous le souhaitez. Et vous allez pouvoir arriver vers le bonheur. Et donc, j'ai plein d'activités. Bon, vous ne les avez pas tous citées, c'est clair, mais je ne vais pas non plus les donner dans le détail. Mais j'ai commencé déjà dans mes études universitaires à être chauffeur de taxi, une expérience extraordinaire pour pouvoir payer mes études. J'ai été plongeur dans la restauration. J'ai fait plusieurs jobs déjà à l'université. Et donc, si vous voulez, tout mon cursus a été de se dire, moi, je veux absolument changer et découvrir et voir la vie et être heureux, en fait. Voilà un peu le principe de base. Les filles qui sont plus nombreuses à être harcelées que les garçons. Alors oui, pendant longtemps, il y avait beaucoup de filles harcelées et un peu moins de garçons. Ça s'est équilibré, mais malheureusement, il y a toujours plus de filles harcelées que de garçons. 2 chiffres encore, qui sont faciles à retenir. Alors, je vais dire 50% pour simplifier, c'est 49, mais bref. La durée, 49% des exactions durent en moyenne 1 an, ou au moins 1 an. Oui, c'est-à-dire que le plus souvent, dans la majorité des cas, ça dure plus d'1 an. Le calvaire dure plus d'1 année scolaire. Ça recommence après les vacances. Et un dernier chiffre, 48% des victimes d'intimidation n'en parlent jamais. C'est ça, ça nous étonne beaucoup et ça nous inquiète aussi. Une victime sur 2 ne raconte jamais son harcèlement. Parmi les explications, parmi les raisons de ce silence, le premier d'entre eux, vous y revenez, vous citez d'ailleurs Emmanuel Piquet qui a beaucoup écrit aussi sur ce sujet, c'est la honte. C'est ça, c'est-à-dire qu'au début, quand les moqueries commencent, on se dit ça va passer. Quand les bousculades arrivent, on se dit c'est pas possible, ça continue. Et à partir du moment où la violence s'installe, la honte est trop forte et le jeune ou la jeune n'arrive plus à en parler. La honte, la peur aussi que ça ne serve à rien. D'en parler. D'en parler, c'est ça. C'est-à-dire que les jeunes ont peur que les adultes les rabrouent en leur disant « Oh, c'est des histoires de jeunes, débrouillez-vous entre vous » ou minimisent les faits ou leur reprochent de ne pas savoir se défendre. 3e critère, la sidération, vous dites, la victime est comme paralysée. Alors ça se passe au niveau du système nerveux autonome. Ce sont de nouvelles recherches en neurobiologie qui montrent que quand on a un traumatisme, et le harcèlement, au bout d'un moment, c'est un traumatisme, notre système nerveux autonome réagit par l'immobilisation, le figement, la sidération. Et donc les jeunes ne peuvent vraiment plus se défendre quand ils sont à ce stade-là. On se met en quelque sorte en mode survie, dites-vous, dans une forme de fatalisme. Exactement. Maya, comment se passent ces opérations de parrainage et combien d'enfants sont parrainés au sein de l'association ? Alors, comment les enfants sont déjà recrutés entre guillemets par nos soins, c'est-à-dire que en fait, Padoui qui est là, ainsi que nos coordinateurs, donc c'est une personne de chaque village qui connaît très bien la communauté du village, le chef coutumier, le chef administratif, se renseigne sur la situation économique des familles. Et quand un enfant est dans le besoin ou a vraiment le risque d'arrêter l'école parce que la famille ne peut pas financer les uniformes, le cartable, la nourriture du midi parce qu'il n'y a pas de système de cantine, le transport parce qu'il n'y a pas de système de transport scolaire dans les villages où nous intervenons. Du coup, quand tout ça est un frein à l'éducation, c'est là où nous, notre coordinateur de village prévient Padoui qui est là, et Padoui se rend dans le village, va vérifier qu'en effet, il y a un risque d'abandon scolaire. Et c'est à ce moment-là où nous, on accueille l'enfant dans l'association et on envoie un mail à nos bénévoles en France et en Europe, parce qu'il y a plusieurs antennes ANAC en Europe qui sont composées de bénévoles, et eux cherchent des parrains, un système de parrainage en disant aux gens, voilà, il y a par exemple la petite Poutou, elle est en classe 3 de primaire et elle a besoin d'un parrainage pour continuer l'école, est-ce que vous êtes intéressé, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à mettre en place un système de parrainage. Padoui, depuis quand existe l'association ANAC Bali ? Depuis 2003. Et combien d'enfants vous avez aidé depuis 2003 ? Combien d'enfants ?
Depuis 2003. 2003, en total, à peu près, il y a 600 enfants jusqu'à maintenant. Mais on garde toujours le nombre d'enfants par an, c'est 200 enfants, maximum. Ce qu'ANAP peut aider. Est-ce que ANAC peut aider effectivement 200 enfants par an? Vous avez le sentiment, année après année, qu'il y a de plus en plus d'enfants que vous devez soutenir, que vous devez aider, ou que la proportion s'est réduite un petit peu? Oui, quelquefois, ça réduit un petit peu. Par exemple, maintenant, cette année-là, nous avons 186 enfants à parrainer de niveau primaire jusqu'à l'université. Ça nous permet aussi de nous poser une question. Il n'y a pas de bon moment pour changer de vie, pour faire justement ce switch, pour opérer ce virage, parfois à 180 degrés, parfois un peu moins, ça dépend de l'angle dans lequel on est. C'est quand on le sent qu'il faut le faire, Lina. Alors oui, je pense que lorsque vous sentez que c'est là, lorsque vous sentez que l'envie est forte, il faut le faire. Alors, bien entendu, l'envie est différente suivant le schéma familial dans lequel vous êtes. Moi, je sais que lorsque je suis partie à l'autre bout du monde, j'avais 29 ans, j'étais célibataire, je n'avais pas d'enfant, je n'avais pas de crédit. Donc, au final, j'étais responsable juste de moi-même. Aujourd'hui, c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien, exactement. Alors qu'aujourd'hui, bon, même si l'idée me retraverse de temps en temps l'esprit d'aller à l'autre bout du monde, je sais que je vais devoir y réfléchir à plusieurs reprises parce qu'aujourd'hui, je suis mariée, j'ai 3 enfants en bas âge, j'ai plusieurs crédits. Donc je ne suis plus que responsable de moi-même. Mais voilà, je pars d'un principe que s'il y a bien une chose aujourd'hui, quand on est acculé par notre quotidien, qu'on n'arrive pas réellement à faire, c'est vivre à l'instant présent. On est toujours soit prisonnier du passé, soit à trop se projeter dans le futur. Et moi, j'étais dans une situation où j'étais juste fatiguée d'être juste un numéro de matricule dans une entreprise. J'avais juste envie d'être Lina, de pouvoir ressentir. Et je suis d'accord avec Serge lorsqu'il parle justement des émotions. C'est que je pense qu'on est complètement déconnecté en fait des émotions et que ce voyage-là m'a vraiment permis de me reconnecter à moi-même. Donc oui, lorsqu'on sent l'envie, il faut bien entendu bien réfléchir. Moi, je sais qu'en amont, je savais ce que j'allais faire le premier mois. Ouais. J'avais planifié en tout cas les premiers instants de ce changement. Exactement. Le premier mois, voilà, j'étais inscrite à une école anglaise pour pouvoir améliorer mon anglais. J'étais hébergée chez une famille kiwi. Au-delà du premier mois, je ne savais pas ce que j'allais faire, mais voilà, c'est quand même important de se poser les bonnes questions et surtout d'étudier le sujet pour éviter toute prise de risque. À vélo en Gironde. Où ça précisément? Oui, tout à fait, Emmanuel. Direction la commune de Saint-Jean-d'Iliac, dans l'académie de Bordeaux. Alors, au collège de l'Esté, il y a 85% des ados qui prennent leur bicyclette pour se rendre à l'école. Ils sont donc plus de 400 collégiens et collégiennes sur 526 qui utilisent ce moyen de transport. Donc, je ne suis pas super bon en maths, ça fait 9 sur 10 quasiment. Pourquoi ils sont aussi nombreux? Eh bien, en fait, tout a été fait dans ce collège pour favoriser la pratique du vélo. Il faut savoir que l'établissement qui a été construit il y a 16 ans est desservi par plusieurs pistes cyclables qui traversent la ville. Le collège dispose également d'un immense parking à vélo qui encourage en fait la pratique. Et sur le trajet et pour sécuriser la zone, des policiers sont postés aux endroits un petit peu stratégiques pour que les enfants soient sécurisés. Il y a aussi une opération, là c'est d'actualité, un mec qui s'appelle Mets en vélo, non je crois? Oui, tout à fait. Il la pratique là-bas? Oui, alors en fait c'est un événement qui est national et qui permet donc de rappeler les règles de sécurité pour les enfants. Et en fait cet établissement il va beaucoup plus loin puisqu'il organise en parallèle de cet événement national un autre événement qui s'appelle Mets ton casque à vélo. Avec le... Mets MAI. Voilà, exactement. Subtil jeu de mots. Et ils ont des défis, c'est ça les enfants? Oui, alors en fait, il y a un premier défi qui s'appelle le défi GeoVélo. Alors l'objectif, c'est de faire le plus de kilomètres. Ces kilomètres, ils sont recensés grâce à l'application GeoVélo. Plusieurs établissements se challengent entre eux et l'objectif, en fait, c'est que plus les élèves seront nombreux à pédaler et plus ils auront de chances de gagner. Racontez-nous, qu'est-ce qu'on apprend en cours? C'est quoi les matières, effectivement, quand on commence l'école et qu'on progresse dans sa scolarité Maya à Bali, parce que je sais que vous êtes sur Bali. C'est quoi l'essence des cours? Quelle est la philosophie? Est-ce qu'il y a beaucoup de par cœur ou est-ce qu'on essaie de développer l'esprit critique des jeunes élèves?
français, hein, on ne développe pas assez l'esprit critique. C'est des enfants, ouais, les cours d'anglais, c'est Apple, A-P-P-L-I, Apple. Il n'y a pas du tout de réflexion derrière. Les enfants ne s'approprient pas la matière. Et on en rediscutait avec Padoui. Et pour nous, c'est un peu frustrant parce que par le biais de l'association, on leur donne des cours extrascolaires, etc. Donc, on fait un enseignement à pédagogie où on met l'enfant au centre, où il peut s'exprimer et il peut apprendre à sa manière. Et on se rend compte, en fait, des évolutions. Mais on voit aussi que 7 heures par jour à l'école, c'est pas comme ça, en fait, qu'ils sont éduqués. C'est, surtout fais pas de vagues, répète bien ce qu'on te dit, et puis tu passeras et ça ira très bien. N'amène pas d'idées trop nouvelles, quoi. Hein. Tu vas perturber le système. Donc, c'est vrai que ça, c'est ce qui nous intéresse. Ouais, nous intéresse à travailler là-dessus aussi, parce que c'est vrai qu'on voit le potentiel des gamins et des jeunes, et on se dit, il y a tellement à faire pour leur donner confiance en eux et les faire avancer, et qu'ils arrivent, eux, en montant, à monter Bali avec, parce que c'est un peu ce qu'on aimerait aussi. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous suivre si nombreux. Canal 247 sur les Freebox, cooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Raphaël Morel. Le maquillage, c'est Laure Audemont. Le son, c'est Mathieu Sullivan. Et puis, évidemment, Emma Guessel et Agathe Delannoy, que j'embrasse particulièrement à la rédaction. Merci à toute l'équipe de School. Bonne soirée à tous. Ciao.